Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 6 Français et 2 Nigériens ont été tués ce dimanche par des hommes armés au Niger. Ils ont été attaqués par des hommes armés venus à moto sur un site qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. On vous en parle dans un instant. Le Burkina Faso ambitionne mettre sous terre 200 000 plants au cours de cette année 2020. Une initiative pour lutter contre la dégradation des ressources naturelles dans le pays. Et l'exécutif burkinabé est en ligne de mire dans cette lutte. Christian Kaboré l'a exprimé hier samedi à Banfora lors de la 2e journée nationale de l'arbre. Vous l'entendrez dans cette édition. Sa position est claire dans la crise libyenne. Il a encore réaffirmé aux médias internationaux. Le président tchadien réitère son soutien au maréchal Haftar sans le nommer directement. Le Tchad fait partie des pays qui soutiennent Khalifa Haftar, annonce Idriss Déby. Plus d'explications dans un instant. Tout d'abord, le chapitre insécurité pour commencer cette édition. 5 personnes ont été enlevées dans l'après-midi de ce samedi sur l'axe Fada-Kanchari, c'est dans l'est du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés. Ces individus à moto auraient pris ces personnes qui étaient à bord d'un véhicule en partance pour Ouagadougou, la capitale. Après leur acte, ils se seraient donc enfoncés dans la forêt. Et parlant justement d'insécurité, une vingtaine de personnes ont été tuées le vendredi dernier, encore dans l'est du Burkina Faso. Le président du Faso touché par cette énième attaque à l'endroit de ses concitoyens présente ses condoléances bien sûr aux familles éplorées. Et c'est une attaque de longue haleine, une lutte également de longue haleine et les Burkina Faso ne fléchiront pas, précise-t-il. Je vous propose de l'entendre. Nous ne pouvons pas non plus terminer cette cérémonie sans nous souvenir que hier seulement, à l'Est, on a eu une attaque terroriste qui a causé la mort de plusieurs Burkinabés et de nombreux blessés. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer la mémoire de ces victimes, présenter nos condoléances à l'ensemble des familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Comme je l'ai dit, le terrorisme est un combat de longue durée. Nous traversons des difficultés, nous aurons de victoires, mais nous devons rester constamment convaincus que nous devons défendre, vaille que vaille, le Burkina Faso, tel que ceux qui nous ont précédés nous l'ont laissé. Et je pense que nous ne faillirons pas à cette tâche malgré les difficultés qui jonchent le chemin. 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigériens, ont été tués ce dimanche par des hommes armés. Ils sont venus à moto dans la zone de Kouré, au Niger, une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Les 2 Nigériens, il s'agit d'un guide touristique et un chauffeur. La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée selon les sources officielles. Les services de l'environnement indiquent que sur place, ils ont trouvé un chargeur vidé de ses cartouches. La zone où se trouvaient justement les 6 touristes avec le chauffeur et le guide touristique est classée orange, c'est-à-dire zone déconseillée sauf raison impérative, annonce de son côté le site du ministère français des Affaires étrangères français. Eh bien, la localité de Kouré où a lieu l'attaque est à 1 heure de route de Niamey, la capitale nigérienne. Le Tchad fait partie des pays qui soutiennent Khalifa Haftar dans la crise libyenne. Propos du président tchadien maréchal Idriss Déby. Pour lui, c'est le camp de l'ouest libyen qui héberge les terroristes. Il réaffirme ainsi son soutien au maréchal Khalifa Haftar. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 en Libye, le Tchad, bien sûr, est confronté à des groupes de rebelles qui attaquent l'armée tchadienne dans le Tibesti en prenant le sud libyen comme base arrière pour leurs activités. Ces rebelles tchadiens combattent aussi dans les rangs des forces de Fayez el-Sarraj et certains groupes se sont alliés avec plusieurs milices extrémistes libyennes à Misrata et dans le sud du pays. Voyons ce cas, Idriss Déby Itno affirme que la situation en Libye aggrave la situation dans son pays et bien sûr dans le Sahel. Il ajoute que l'arrivée massive de mercenaires de toute nationalité de la Syrie en Libye augmente encore cette inquiétude.
d'une crise à une autre, mais cette fois dans la crise malienne, le Premier ministre Boubou Cissé a élaboré une feuille de route de sortie de crise après la réception de sa lettre de mission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est une feuille de route qui prend en compte les recommandations de la CEDEAO qui appelle à un rassemblement national pour une gouvernance plus vertueuse. Boubou Cissé propose la création d'un organe unique de gestion des élections pour avoir des élections transparentes. Une autre recommandation qui refait surface, c'est le dialogue avec les djihadistes maliens. Dans cette dynamique, le Premier ministre malien a rencontré les partis de la majorité où il ressort satisfait des échanges. Il tend également la main au mouvement du 5 juin. Boubou Cissé souhaite que le M5 accepte cette demande de dialogue, mais il semble clairement que l'opposition n'est pour l'heure pas prête à discuter avec lui de ses propositions de sortie de crise. La deuxième journée nationale de l'arbre s'est tenue hier samedi à Banfora, c'est dans le grand ouest du Burkina Faso. Le pays fait face à une avancée considérable de la désertification et pour réduire ses effets négatifs, 200 000 plants vont être mis sous terre dans les 13 régions du Burkina Faso au cours de cette édition. Il s'agit donc de constituer à long terme des forêts dans l'ensemble de ces régions. Et le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, donne le ton de cette initiative citoyenne dans le village de Siena en invitant les Burkinabés à emboîter le pas. Ahmed Nanima. Roch-Marc Christian Kaboré joue sa partition dans la lutte contre l'avancée du désert au Burkina Faso. À l'occasion de la deuxième édition de la Journée de l'arbre, placée sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique », le chef de l'État accomplit ici un geste citoyen dans la ville de Siena, tout en lançant un appel à la préservation de l'environnement par la plantation et l'entretien des arbres. La symbolique, c'est de montrer que nous devons verdir le Burkina Faso. Nous devons veiller à notre écosystème et nous devons planter des arbres. C'est pourquoi, au plus haut au sommet de l'État, nous avons décidé symboliquement de mettre cette journée afin d'inviter tous les Burkinabés, partout où ils sont, dans les régions, les provinces, les villages, à faire des plantations d'arbres. Cela, non seulement pour notre propre avenir à nous, mais pour les générations futures également. Le président du Faso a par la même occasion pris connaissance des locaux des laboratoires Phytofla, une PME évoluant dans le secteur de la phytothérapie, notamment dans la transformation et la commercialisation des plantes médicinales sous forme de phytomédicaments. Le bilan de la première édition de la Journée nationale de l'arbre, tenue à Tinkodogo, fait état d'un taux de réussite de 75% selon le ministère en charge de l'environnement. L'ambition de la présente édition est d'atteindre un taux de réussite de 80% des plantations d'arbres. On y va maintenant en Éthiopie pour parler de cette vague de démissions qui s'opère ces derniers jours. Et bien sûr, du côté du Premier ministre Abiy Ahmed, la seconde en un peu plus d'un mois est un cadre de l'administration proche du pouvoir en place. Le responsable de la commission des créations d'emplois, Ephrem Tekle, a rendu le tablier ce week-end pour raisons personnelles. Selon les médias locaux, le commissaire à l'investissement avait fait de même au mois de juin, tout comme le ministre de la Santé en décembre dernier. Dans les 3 cas de démission, il s'agit de hauts fonctionnaires plutôt jeunes, actifs sur les réseaux sociaux. Un modèle parfait de réforme porté par les équipes autour du Premier ministre Abiy Ahmed, un visage communicant, moderne et libéral. Contrairement au chef du gouvernement, les 3 hommes ne sont pas membres du parti au pouvoir. Abiy Ahmed, lui, a fait toute sa carrière au sein du régime en place depuis 1991. Ephrem Tekle, commissaire à l'emploi, Abebe Abeyaou, commissaire à l'investissement. Pourquoi partent-ils? Eh bien, ils n'ont fait mention d'aucun désaccord qui pourrait justifier leur acte. Cependant, leurs lettres de démission sont toutes arrivées sur le bureau d'Abiy Ahmed en pleine crise politique. Le bilan en termes de droits humains du Premier ministre est de plus en plus critiqué, de quoi décourager les moins politisés de la haute administration. Direction sur le vieux continent. Le Bélarus ou Biélorussie, vous connaissez bien certainement, eh bien c'est le pays d'Europe de l'Est, bien sûr dirigé par le même président depuis son indépendance. Le pays qui vit aujourd'hui des indépendances présidentielles hors du commun. Le président dictateur affronte la femme d'un de ses principaux opposants dans les urnes. La campagne électorale qui a précédé le vote a été plus étrange. Qu'est-ce qui s'est passé?
Gildas Da nous explique. Le sourire d'Alexandre Loukachenko avant d'effectuer son vote. Le président bélarusse étincelle pour un 6e mandat consécutif. Il y a quelques mois, l'homme a fait arrêter tous ses concurrents à l'élection présidentielle. Mais pour l'une des rares fois, le dictateur au pouvoir depuis 26 ans a, en face de lui, une candidate sérieuse, Svetlana Tikhanovskaya, 37 ans et novice en politique. En 2 mois, la nouvelle égérie de l'opposition bélarusse a réussi la prouesse de mobiliser des foules impressionnantes dans la capitale Minsk. Et ce, en dépit des menaces et des arrestations opérées par le pouvoir en place. Avec cet exploit, la candidate fait trembler le président sortant qui, en froid avec la Russie, accuse Poutine de fomenter un complot à son encontre. Ironie du sort, la candidate au centre des attentions est l'épouse d'un opposant arrêté par le président. Au pied levé, Svetlana Tikhanovskaya décide de remplacer son mari avec le soutien d'autres compagnes d'opposants arrêtés. Elle ne veut pourtant pas garder le pouvoir. Son programme est simple. En cas de victoire, elle compte organiser de nouvelles élections dans 6 mois pour rendre le pouvoir à des personnalités plus aptes à diriger le pays. Aux dernières heures de la campagne, l'opposante a dû fuir son domicile par crainte d'être arrêtée. Ancien pays du bloc soviétique, le Bélarus ou Biélorussie a à sa tête le président Loukachenko depuis 1994. Considéré comme le dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko maintient le pays sous le règne de la peur. Premier unique dirigeant du Bélarus, l'autocrate fait face aujourd'hui à une forte contestation. Il appelle les élites à ne pas lui tourner le dos et à affirmer que l'heure de sa fin n'a pas encore sonné. Pour bon nombre d'experts, l'élection est perdue d'avance pour l'opposition au vu de l'influence du président sur la commission électorale. Le vote se passe sans observateurs internationaux et il y a de fortes chances que Loukachenko rebelote pour un nouveau mandat à la tête d'un pays où il prône l'utilisation de la vodka pour soigner le Covid-19. Revenons maintenant en Afrique pour terminer ce journal et on va tout droit au Gabon. Les épreuves écrites du baccalauréat sont prévues pour le 20 août prochain. Alors que les candidats se préparent de part et d'autre, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé avoir déjoué une fraude massive lors de l'inscription le vendredi dernier. Plusieurs candidats ont présenté de faux bulletins de notes alors que d'autres se sont fait inscrire dans le moindre dossier. Une enquête menée par une commission rogatoire a établi que près de 1500 candidats se sont fait inscrire avec de faux bulletins de notes au bac ou au BEPC. Devant les enquêteurs, beaucoup d'élèves ont affirmé avoir fabriqué ces bulletins au quartier. D'autres les ont achetés dans les lycées privés. D'autres encore ont versé 150 000 francs CFA pour être inscrits sans dossier. Les sanctions sont tombées à la suite de ces constats. Plusieurs élèves sont radiés de la liste des lycées privés fermés définitivement. Plusieurs chefs d'établissement interdits de fonction durant 5 années. Nous espérons que les sanctions vont s'étendre au niveau des responsables politiques, laisse entendre pour sa part le principal syndicat de l'éducation, lui qui indique également qu'il ne faudrait pas que ce soit les enseignants, les chefs d'établissement seulement qui paient le prix. La loi s'applique à tout le monde, rassure le ministère de l'Éducation nationale, et les personnes sanctionnées ont 5 jours pour faire appel, précise-t-il. Voilà, madame, monsieur, l'édition de ce soir, et c'est tout. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et les programmes se poursuivent sur la chaîne africaine de télévision.